Nous allons tous gagner à casser le modèle patriarcal parce qu'il demande aux hommes d'être surhumains et évidemment ils ont besoin d'exutoire à cet effort permanent, à cette espèce d'effort prométhéen malsain et puis il met en danger les femmes. Donc nous avons tous intérêt, hommes et femmes, garçons et filles, à casser ce modèle patriarcal. Il ne permet à personne de s'épanouir. Christiane Taubira, bonjour. Vous êtes une femme politique. Vous avez été députée, ministre de la Justice entre 2012 et 2016, mais vous êtes aussi écrivaine. Et vous publiez justement un recueil de nouvelles, c'est votre premier, dans lequel vous livrez des morceaux de vie. Parmi ces histoires, il y en a une qui m'a marquée, c'est celle de Maya. C'est une jeune femme dont on comprend qu'elle subit des violences. Et vous écrivez « Ça sert à quoi de déposer plainte? Ça donne un logement. Et qui peut croire qu'on peut te protéger à l'intérieur de chez toi? S'il y a un endroit où personne ne peut rien pour toi, c'est bien chez toi. » C'est impossible de protéger les femmes contre la violence des hommes? Il n'est pas impossible de protéger les femmes, simplement il faut prendre le problème par ses différents bons bouts. Alors comment on les protège justement, ces femmes, aujourd'hui? On les protège en posant de la façon la plus claire et la plus définitive le fait qu'il est intolérable et non toléré dans la société que des violences aient lieu au domicile conjugal, que des violences aient lieu d'une façon générale contre les femmes. Intolérable, ça veut dire les conditions effectivement de recueil de plaintes, ça veut dire aussi la possibilité de repérer les premiers nions, hein. On parle de nions dans cette nouvelle, la possibilité de ne pas se contenter d'une explication, je me suis cognée dans un mur ou j'ai dévalé un escalier. Si notre génération se débarrasse du sentiment de honte, qui est complètement indu, mais qui travaille les femmes lorsqu'elles sont frappées. Elles ont honte, donc elles préfèrent mentir, et puis elles n'ont pas de perspective. Lorsque je dis dans la nouvelle, ça sert à quoi d'aller porter plainte? Est-ce que ça donne un logement? Ça veut dire en clair qu'il ne suffit pas de porter plainte. Moi-même, j'ai fait une circulaire pour demander que toutes les plaintes fassent l'objet d'une transmission au procureur de la République, qu'on ne se contente plus des mains courantes. Donc oui, j'appelle à porter plainte, mais à quoi sert la plainte derrière? Et c'est pas simplement que le procureur l'instruise ou pas, c'est à quoi sert la plainte si on n'apporte pas des réponses à tout ce qu'induit le fait de porter plainte, c'est-à-dire de devenir plus vulnérable, de provoquer plus de rage chez l'homme qui frappe, de ne pas avoir de solution soit pour s'en aller, de ne pas savoir quoi faire de ses enfants si on n'a pas de solution justement pour les faire accueillir, de réfléchir au fait que les enfants peut-être seront obligés de changer d'école. Il y a donc toute une série de conséquences. Il ne suffit pas de dire aux femmes de porter plainte parce que lorsque les femmes sont frappées, lorsqu'elles sont battues, elles sont dans un état de vulnérabilité maximale. Elles sont fragilisées émotionnellement. Elles sont souvent fragiles du point de vue économique. Elles sont tiraillées en tant que mère de famille, en tant qu'épouse. Elles sont aussi blessées en tant que femme amoureuse. Donc il faut apporter des réponses à tout cela. L'année dernière, en 2020, le ministère de l'Intérieur a recensé 102 féminicides. On sait que 35% de ces femmes victimes avaient déjà subi des violences et que 67% d'entre elles avaient justement déjà signalé ces faits de violence aux forces de l'ordre. Alors on a eu des mesures, on a eu des annonces, un Grenelle contre les violences conjugales. Pourtant, à chaque nouveau féminicide, moi j'ai l'impression que ça montre les défaillances de notre système. Est-ce qu'il y a une mesure qu'on pourrait prendre qui n'a pas été déjà prise? En tout cas, ça c'est une mesure terrifiante de l'échec général. Terrifiante. Et c'est, au risque de me répéter, c'est que on ne fait pas converger les réponses à tous ceux qu'induit le fait d'être frappé et de devoir être protégé. Voilà. Donc, lorsque la femme dépose plainte, s'il n'y a pas de réponse immédiate, on agrandit le danger. On intensifie le danger. Donc il faut apporter des réponses à toutes ces choses-là. Pas seulement, si on améliore l'accueil, par exemple, dans les commissariats ou les gendarmeries, on a apporté une réponse, mais on ne les a pas toutes apportées. Si on facilite l'accès à un hébergement, on a apporté une réponse supplémentaire, mais on n'a pas tout apporté. S'il y a l'hébergement, qu'il n'y a pas l'indépendance économique, il n'y a pas l'autonomie économique, parce que la personne est hébergée peut-être dans un lieu lointain, y compris pour la protéger, qu'elle ne soit plus accessible à l'homme violent,
quelle est sa situation, si elle avait déjà un emploi, est-ce qu'elle peut le conserver, etc. Donc il faut répondre à tout cela. Et je pense que la société est en capacité de répondre à tout cela, plutôt que de laisser s'aggraver le nombre de féminicides. Je voulais aborder une autre thématique avec vous, c'est celle de la mémoire. Et c'était aussi pour moi l'occasion de parler d'une loi dont vous êtes à l'origine et qui a fêté ses 20 ans cette année. Elle a fait de la France le premier pays à reconnaître l'esclavage et la traite comme un crime contre l'humanité. Au-delà du symbole, comment est-ce qu'on applique ce type de loi aujourd'hui? Et je voudrais avoir votre regard aussi sur la question de l'esclavage. Pourquoi c'est un sujet toujours aussi sensible aujourd'hui en France? Alors oui, c'est une loi qui contient une force symbolique absolument incontestable. Hein. C'est justement dans la proclamation solennelle par la parole officielle du fait que la traite négrière et l'esclavage, qui était autorisé à l'époque où c'était pratiqué, mais autorisé par des lois d'État, par des décrets, par des lettres patentes, etc., que cela constitue un crime contre l'humanité. Donc c'est un acte solennel qui a beaucoup de force et qui est conforme aux valeurs républicaines. Donc que la République puisse dire que ce que pratiquait la monarchie était un crime, c'est effectivement un symbole extrêmement important. Ça n'est pas que ça. Dans cette loi, il y a des dispositions tout à fait normatives, et notamment l'article 2 sur l'enseignement de cette histoire, et les articles suivants qui, par exemple, établissent la nécessité d'une date de commémoration nationale, c'est-à-dire le fait de collectivement prendre en charge cette partie de l'histoire. Ça a duré quand même plus de 2 siècles et demi pour la France, 4 siècles et demi pour l'ensemble des puissances européennes qui ont pratiqué la traite négrière et l'esclavage. Donc voilà, nous prenons ensemble en charge cette histoire, nous nous souvenons ensemble, le 10 mai, c'est la date qui a été choisie, en tout cas la loi crée l'obligation de choisir une date. Et un comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage qui fait des propositions pour des actes de mémoire. Pourquoi c'est une partie de notre histoire qui pose le plus problème aujourd'hui? Alors cette histoire et l'histoire de la colonisation sont des tranches d'histoire qui posent beaucoup de problèmes et qui sont douloureuses parce qu'elles sont porteuses d'une violence inouïe. Donc il y a des personnes qui ont très très peur de regarder ça en face. Je me suis beaucoup battue pour cet article 2 parce que ma crainte, mon angoisse, c'était que les enfants, les adolescents découvrent cette histoire tout seuls, toute seule, comme moi je l'ai découverte, hein, toute seule, toute seule. Et c'est le pire, c'est le pire. Alors moi j'ai dit pendant plusieurs années qu'on ne me l'avait pas enseigné du tout. Et un jour j'ai eu un déclic, j'ai réalisé qu'on m'avait enseigné le commerce triangulaire. Mais c'était juste le commerce triangulaire. Donc je me rappelle de la carte, je me rappelle, voilà, je me rappelle. Puis les esclaves, ça me paraissait complètement abstrait. C'était un fond de carte entre voilà, exactement, oui. Exactement. Et moi, c'est vraiment un déclic qui est arrivé plusieurs années après. Et j'ai donc cessé de dire qu'on ne me l'a pas enseigné. Mais voilà comment on l'a enseigné à ma génération. Donc il faut que ce soit enseigné. À vous aussi? Oui. Ouais, c'est vous dire. C'est vous dire. Parmi les personnes qui n'acceptent pas cette histoire, moi je peux entendre les personnes qui en sont gênées, qui veulent pas, qui disent mais c'est le passé, on veut plus en parler, etc. C'est du déni, ça. Je peux comprendre. Oui, c'est du déni. C'est du déni. Et puis vous avez des personnes qui refusent cette histoire parce que ça ne les choque pas. Foutez-nous la paix avec cette histoire parce que bon voilà, ouais, c'était le passé, mais c'est le même genre de personnes qui recommencerait aujourd'hui. Il y en a. Moi je me souviens des débats à l'Assemblée nationale en 2005, donc 4 ans après la loi, sur la fameuse loi de février 2005 qui reconnaît les bienfaits de la colonisation. Moi, j'ai entendu des parlementaires à la tribune. En termes de valeurs et de références, c'était pas spécialement choqué par les violences de la colonisation. Donc ça n'aurait pas été... Ce sont les mêmes qui contestent le fait de prendre en charge ensemble l'histoire de la traite négrière et de l'esclavage. Est-ce qu'il faut retirer des statuts de l'espace public pour aller justement vers ce devoir de mémoire et cette réparation dont on entend beaucoup parler et qui va souvent de pair avec le devoir de mémoire? Alors personnellement, je n'utilise pas tellement le concept du devoir de mémoire parce que ça n'est pas une corvée. Quand on vous loue pas un appartement par pur racisme, ça complique votre vie très sérieusement. Quand vous êtes dans un moment de fragilité, vous recherchez du travail, un logement, etc. Et qu'on vous insulte, qu'on vous claque la porte au nez, qu'on ne vous répond pas au bout de 200 demandes d'emploi, ce sont des réalités dans la vie des gens. Donc il s'agit de comprendre d'où ça vient tout ça, pourquoi ça existe aujourd'hui encore. Donc c'est pas un devoir de mémoire pour dire bon voilà, moi j'ai un samedi libre là, je vais voir si je rends hommage à des ancêtres. C'est pas ça le sujet. C'est qui sommes-nous, d'où venons-nous,
pourquoi la société est telle qu'elle est, pourquoi il y a des catégories de personnes voilà, d'apparence différentes, pourquoi la France, même en tant que nation, a ce rapport très particulier, très ambigu avec des pays d'Afrique, avec certains pays d'Asie, avec certains pays d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale. Donc c'est quand même ça le sujet. C'est comprendre d'où on vient et dans quelle société on vit. C'est pas une fantaisie de devoir de mémoire. Il y a des gens, il y a des militants, pour eux, voilà, c'est un devoir de mémoire, ils ont raison. Il y a la question des morts sans sépulture, il y a la question des noms qui ont été attribués aux esclaves après l'abolition, avec beaucoup de fantaisie parfois. Il y a toute une série de sujets qui justifient effectivement un positionnement militant. Mais il n'y a pas que ça, il y a la question centrale, c'est comment comprendre notre société, comment on comprend certaines tensions, comment on comprend certains blocages et certaines agressions. Certaines inégalités aussi. Absolument, ça produit des inégalités, ça en produit très directement. Donc c'est ça le sujet. Vous êtes venu de Guyane pour cet entretien. Comme beaucoup d'autres territoires ultramarins, la Guyane elle a été sévèrement touchée par l'épidémie de Covid-19. Moi, il y a quelque chose qui me heurte beaucoup quand je lis l'actualité en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a deux situations sanitaires en France. Il y a celle de métropole et il y a celle dans les territoires ultramarins. C'est vrai, il y a deux situations, il y a deux réalités aujourd'hui en France. Mais c'est absolument indiscutable, oui, il y a deux réalités. Alors il y a deux réalités dans le domaine de la santé publique, il y en a deux dans le domaine de l'éducation, de l'accès à l'éducation pour les enfants, les ados et les post-ados. Il y en a deux pour l'accès à l'emploi, pour l'accès à la formation. Il y en a deux pour les libertés ordinaires. Et il y en a deux pour les potentialités mises au service de la jeunesse. Et bon voilà, ce sont des territoires dont on dit alors qu'ils sont des départements depuis 1946. Il faut savoir, entre parenthèses par exemple, que le SMIC n'a été aligné dans les territoires d'outre-mer, dans les départements d'outre-mer, qu'au début des années 2000. Ah ça, vous me l'apprenez. D'accord, quand même, voilà. Donc il y a des éléments tout à fait tangibles, repérables, mesurables, qui prouvent qu'il y a des rythmes d'application de la loi qui sont différents. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne prenne pas en considération la réalité géographique, physique, sociologique, historique, géopolitique aussi, parce qu'ils ne sont pas dans l'air, hein, même si on les inscrit n'importe où dans la carte, hein, parce qu'il y a des cartes, c'est une connerie adoptée. Alors j'ai bataillé toute la nuit contre cette connerie-là à l'Assemblée nationale, j'ai pas réussi à l'empêcher, donc l'Assemblée a adopté l'autorisation sur une carte de France, de mettre à côté les départements d'outre-mer. On veut déboussoler les gamines et les gamins, quoi. On veut les déboussoler, leur dire que voilà, c'est juste à côté. Non, c'est pas à côté, c'est à 10 000 km. Donc si on dit département et puis on regarde rien d'autre, on applique la loi aveuglément, ça n'a pas de sens. Et de toute façon, c'est plus loin, ça râle moins. Quand ça râle, ça dérange moins. Donc c'est moins efficace. Et de sorte que, en ce moment, ce que nous payons, c'est un sous-équipement en matière de santé publique. L'état des hôpitaux, le nombre de services, les effectifs, les conditions de recrutement, les investissements qui ont été faits. Aussi, absolument, voilà, un sous-équipement. Donc, on nous apporte des solutions ponctuelles, on envoie la réserve sanitaire, on envoie des militaires, on décide de mettre un petit hôpital de campagne pendant quelques semaines. C'est juste du bricolage. Mais il y a là la preuve évidente, manifeste, criante, qu'il y a inégalité en termes d'accès à la citoyenneté, qu'il y a inégalité de traitement et que ce sous-équipement chronique en matière de services publics fait que les ressortissants des Outre-mer sont plus exposés aux maladies, à l'analphabétisme, au chômage, etc., plus exposés que la moyenne nationale. Ce matin, en amont de votre venue, on a lancé un appel à questions sur nos réseaux sociaux à notre communauté. Il y a une question qui est beaucoup revenue. Est-ce que vous allez être candidate en 2022? Parce que c'est ce que tout le monde a demandé ce matin sur les réseaux sociaux. Oui, mais je pense que... Moi, je comprends, je vois bien le mouvement qui s'intensifie depuis 1 an. Vous savez combien de pages Facebook de soutien vous avez? Oui, je sais. Enfin, je sais peut-être pas tout, mais... Mais c'est vraiment la question la plus difficile de ma vie, ça. C'est la question la plus difficile. Il y a 1 an, j'aurais pu déjà dire ben non, je ne suis pas candidate, vous arrêtez tout ça, etc. C'est une dynamique qui appartient aux personnes qui l'ont lancée, aux personnes qui la mettent en œuvre et qui l'alimentent. Ce que je peux dire, c'est que moi, je prends la politique extrêmement au sérieux.
Et que le sérieux, c'est que... bon, voilà, je pense que la situation politique est extrêmement inquiétante, qu'elle est extrêmement exigeante en ce moment. Et ce qu'elle exige, c'est pas simplement ah, moi aussi j'y vais. Elle exige beaucoup plus que ça. Elle exige quoi, par exemple, alors? Elle exige que celles et ceux qui prétendent exercer le pouvoir se donnent à la fois le temps, les moyens, s'imposent aussi les efforts pour apporter les réponses qui conviennent à la période actuelle. La période actuelle est très très inquiétante sur le plan national, elle l'est beaucoup sur le plan européen, elle est très angoissante sur le plan mondial, et ça se fait pas avec des clichés, avec des réponses toutes faites, avec des analyses éculées, ça se fait pas avec ça, ça se fait pas avec ça. Et quelles que soient les qualités individuelles, y compris les miennes, sont pas des choses qui sortent de la tête d'une personne ou d'une petite équipe. C'est pas la hauteur du rendez-vous actuel. Voilà.